Et l'ancien président, malheureusement. parlons-en, on a beaucoup euh, polémiqué autour de son invitation à Washington pour l'investiture de Donald Trump. Finalement, c'est l'opposant Moïse Katumbi qu'on a vu, pas lui. Qu'est-ce qui s'est passé Et par rapport à quoi? à son invitation à l'investiture de l'ancien, enfin, du président républicain des États-Unis? Hmm. Mais pourquoi il faut qu'on en parle que lui a fait quoi? Vous avez dit On a parlé de ça, la qu'il avait cérémonie reçu s'est une passée et ceux invitation, qui étaient là, qu'il est-ce qu'il s'y fallait rendrait. nécessairement que tout ce qui était là passe par une caméra et qu'il se fasse identifier? Jean-Pierre. Joseph Kabila était-il ces jours-là à Washington? Bon, si on a parlé de son invitation, ce qu'il était là. En face, on dit personne n'a été invité. Chacun pouvait dépenser 5000 dollars et obtenir un carton d'invitation. Mais pourquoi ils ont voulu faire la polémique au lieu simplement de payer ces 100 000 et aller? Vous dites que Moutamba essaie d'intimider l'ancien président. Bon, je ne sais pas ce qu'il veut, mais j'ai l'impression que ces communiqués ne sont en train que de tomber parce que simplement les gens apprennent qu'il y a des membres, il y a l'ancien président de la République qui a annoncé de bons droits du reste, son comeback politique. Et qu'on sent la panique dans les cas opposés. À l'Union sacrée. Alors, c'est comme ça qu'il y a peut-être ce genre d'alerte. C'est lui-même qui est visé ou son entourage? Bon, je ne sais pas. C'est que vous ne connaissez pas le dossier? Je ne connais pas les dossiers. Mais au moins, je sens la panique. C'est ça que je suis en train de dire. Et Ça s'appelle le droit pénal de panique lorsqu'un régime commence à cibler que ceux qui y croient être des adversaires de taille. C'est ça que je sens. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5, 4.5, to 5.5 dollars. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Bienvenue sur Politikon, votre tribune qui vous offre les indispensables. On est content de vous retrouver ici sur notre antenne et passer du bon temps de télé comme on l'aime bien. Quand une partie de nous est affectée, c'est tout le corps entier qui est touché. Nous sommes en ce moment de cœur avec nos concitoyens de Minova, ceux de Bouérimana ou partout ailleurs, où en ce moment, des tirs nourris sont entendus. Nous avons appris que l'armée a infligé d'énormes pertes au M23 et à ses alliés. On reviendra tout à l'heure dans l'émission sur la situation des Minova, pendant que le président Tshisekedi se trouve à Davos, où il participe à un grand forum mondial économique. Vital Kamerhe se trouve au Vietnam. On fera également un cas porter un regard sur l'arrivée, la nouvelle administration aux États-Unis, c'est que cela change un détour au pays pour parler de la vente publique des biens décorés. Il y a tellement beaucoup de choses sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Merci de nous rejoindre sur votre canal par excellence. On a une des voix les mieux entendues, Maître Ferdinand Kambere, SPA, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Bienvenue, bonne année, c'est la première émission chez nous depuis qu'on a commencé 2025, du moins avec moi, parce que vous êtes passé la semaine passée avec notre excellent Gédéon Atibou. Merci Jean-Pierre pour cette invitation, pour cette opportunité que vous nous accordez. Pendant que la maison brûle et que les responsables sont plutôt à l'étranger,
C'est l'occasion pour moi de présenter aussi une compassion à cette population oubliée, abandonnée. Les responsables à l'étranger, à la recherche des solutions. On ne sait pas, dans un forum économique, pour des solutions qu'on trouverait sur la table avec ceux-là avec qui on a signé des accords. Accord de mutualisation des forces avec les Ougandais, accord avec les M23 quand ils ont fait 14 mois ici. Et quel autre accord? L'adhésion de l'EAC. Ça ne doit pas s'évaluer à Genève, c'est ici. À Davos, il y a notamment le secrétaire général de l'ONU, des chefs d'État, des chefs de gouvernement. C'est peut-être aussi l'occasion davantage durcir le ton, dénoncer l'agression rwandaise et appeler non pas à la solidarité, mais au concours, au soutien des autres. Bon, dénoncer, est-ce que ça suffit? On doit avoir aussi un comportement. Quand on est dirigeant, on ne peut pas s'arrêter qu'à dénoncer l'agression. Encore qu'ici, lorsque vous dénoncez l'agression, je crois qu'il faut aussi aligner quand même l'armée, les forces de la défense de la patrie pour qu'ils combattent, qu'ils ne permettent pas que... Justement, l'armée a communiqué hier dans le Kivu beaucoup de pertes infligées au M23 à ses supplétifs, même si l'armée reconnaît qu'à Minova, le groupe soutenu par le Rwanda a fait une percée. C'est ça qui est un peu contradictoire. Hein? Vous affligez une perte énorme à une rébellion que vous présentez comme inexistante ou faible ou tout ça, mais entre-temps, vous reconnaissez qu'ils ont occupé les mêmes lieux. C'est un peu contradictoire. Entre-temps, la population, elle aussi qui habitait là, elle est errante, elle bouge, elle est obligée de fuir les mêmes milieux. Pourquoi ne pas être capable non seulement de frapper, mais aussi de sécuriser la population ainsi que ce lieu-là? C'est ça qui est contradictoire dans la communication à chaque fois des gouvernants lorsqu'on le suit. Et que les matins, après cela, on attend que c'est un joulot pour nous qui connaissons. Donc, on se dit, est-ce que notre armée ou notre gouvernement est en train de suivre? Parce que tout ça, c'est des actions du gouvernement en réalité. Ou alors, il y a simplement une communication pour la consommation ou pour satisfaire celui qui est le commandant suprême. Mais alors qu'en réalité, sur le terrain, ce sont des localités ou des agglomérations qui sont en train d'être plutôt conquises par les forces ennemies. C'est ça qui est une contradiction et pour lesquelles nous, de l'opposition, nous continuons à exiger plus d'explications et plus d'informations. On dit que vous, opposants, vous n'êtes pas solidaires, vous ne condamnez pas l'agression. Certains ne se cachent pas pour dire que vous serez même des mèches. Bon, c'est facile à dire, mais aussi, je crois que ça, c'est aussi, comment qualifier ça, une sorte de fuite en avant. Ça veut dire on se reconnaît vaincu, mais tout de suite, il faut trouver ici une explication. Une explication à donner à la population pour dire que la faute, c'est toujours les autres. C'est l'opposition qui comment tu as dit, qui ne condamne pas, qui ne condamne qui pas, ne se montre pas solidaire. Est-ce que c'est pour ça qu'un gouvernement doit dire qu'il ne sait pas récupérer? Ça fait la 3e année que ces territoires sont occupés. C'est quand même un territoire congolais qu'il est occupé. Et on va rester comme ça dans les faux fuyants, comme ceux-là, où c'est l'opposition qui doit justifier, alors que c'est le gouvernement qui a l'action du gouvernement qui doit poser des actes nécessaires, non seulement pour donner le nécessaire à cette armée qui est reconnue comme 8e, mais qu'à tout moment, on donne l'impression qu'ils doivent tout le temps reculer. Comme on a vu des vidéos où même la police s'alignait pour reculer, c'est peut-être stratégique. Mais c'est depuis Bunagana. Le gouverneur du Sud Kivu. C'est depuis Bunagana qu'on a fait que ça. Pour ce qui se passe à Minova, le gouverneur du Sud Kivu a dit qu'il y a eu trahison au sein de l'armée. Info relayée par nos confrères de Top Congo. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu affrontement
à Minova, l'armée a fait un repli stratégique. Vous voyez de telles contradictions, un gouverneur sur le terrain du Sud Kivu qui parle d'une trahison, alors que de l'autre côté, on dit qu'on a infligé une perte énorme. Qui dit vrai entre les deux? Celui du Nord Kivu, celui du Sud Kivu. Qui dit vrai? Qui doit-on suivre? Est-ce qu'il y a réellement cette volonté de vouloir reconquérir ces territoires-là? Parce qu'entre-temps, les discours aussi à l'IDPS, c'est tout à fait autre chose. Ils sont ici dans des théâtres où ils disent qu'ils sont en commission pour réfléchir sur les changements de la Constitution. Vous parlez du groupe qui est interné au centre Nganda, le groupe de M. Deo Bizibou, enfin, des cadres de l'UDPS qui réfléchissent depuis 48 heures maintenant sur l'idée donnée par le président de changer ou de réviser la Constitution. C'est là où il y a le problème, parce que c'est quand même un parti au pouvoir, l'IDPS. C'est les partis au pouvoir. Lorsqu'ils font de telles activités qui vont à l'encontre même de la Constitution, parce qu'en réalité, lorsqu'on est l'intégrité du territoire est menacée, parce que c'est eux-mêmes qui parlent d'une guerre d'agression, et on voit bien que les M23 sans le Rwanda, il n'est pas là. Les M23 sans l'Ouganda, les UPDF, en réalité, ils ne sont pas là. Si on reconnaît alors qu'il y a cette guerre d'agression, pourquoi on réfléchit sur la Constitution alors que l'article 219 interdit toute forme de révision de la Constitution? Pourquoi il parle des réformes constitutionnelles? C'est ça qui énerve. C'est ça qui ne nous aide pas à comprendre que veut en réalité le président Félix. Parce que lui qui a prêté serment sur base de la Constitution du 18 février 2006, telle qu'elle est révisée en 2011, oui, il sait bien qu'en prêtant serment, il lui était demandé de jurer devant Dieu et devant la nation qu'il doit observer cette Constitution, qu'il doit même la défendre. La défendre, justement. Parce que lorsque le territoire et l'intégrité du territoire est ainsi entamé, et que vous vous mettez à réfléchir sur les réformes constitutionnelles, ça signifie quoi? Comme quand on était aux élections où on a vu Massissi et Aruchu, où on n'a pas organisé des élections, mais pour calmer ces députés, il y a eu une interprétation, c'est pas moi, de la Cour constitutionnelle pour que les anciens députés siègent à ce moment-là. Est-ce qu'ils continuent? Ils sont en train de siéger pour représenter cette population qui est dans les camps de réfugiés, pour continuer à décimer? C'est ça qui est un problème. Et qui ne nous permettent pas, nous, de comprendre. Et surtout lorsque, au lieu de trouver des solutions, ça devient facile d'accuser l'opposition, qui ne condamne pas suffisamment. L'opposition, d'abord, voit l'action du gouvernement. L'opposition doit critiquer l'action du gouvernement. Elle peut aussi aller au-delà parce qu'il s'agit quand même de nos terres, de notre mère patrie. Mais c'est ce que nous disons. Ce que nous disons, vous avez dit, je crois que vous avez lu les derniers communiqués du FCC. Lorsque le FCC condamne la gestion hasardeuse ou la signature des accords hasardeux, qui ont fait qu'aujourd'hui, nous parlions du M23, alors qu'hier, on n'en parlait plus. Qui fait qu'aujourd'hui, nous parlons des UPDF. Ils ont jeté la poudre aux yeux aux gens que c'est l'UPDF qui va neutraliser les EDF à Beni là-bas. Mais aujourd'hui, Jean-Pierre, vous savez bien que les tueries ont encore recommencé dans la même zone, alors que les UPDF sont là. Que ce soit à Ituri, l'état de siège qui a été décidé. Cette manière de gérer, c'est ça que nous critiquons parce que c'est ça qui occasionne ce qui se passe au Nord Kivu et au Sud Kivu et que maintenant ça touche aussi au Sud Kivu. Le Sud Kivu, oui. On ira jusqu'où pour qu'ils nous gardent, ils gardent les pays dans ces accords nébuleux, les accords qu'on ne connaît toujours pas. Aujourd'hui, il y a la ville de Goma qui est totalement encerclée. Totalement encerclé, c'est ça que chaque fois qu'on nous appelle, on est en train de se demander si ça sera toujours à la ligne où ils vont bombarder cette population mondiale. Combien peuvent être aujourd'hui, non seulement la population de Goma, mais tous ceux qui vivaient dans les environs et qui sont
venir trouver refuge à Goma, toute cette population-là, comment ça va se passer? Le gouvernement doit rassurer. Ce n'est pas par des discours où il faut toujours faire miroiter que non, garder le calme. Mais on en a besoin. Que ça passe aussi par les actes vraiment de la défense nationale. Oui, comme l'armée rassure. On a toujours dit que la meilleure défense en réalité, c'est dans l'attaque. Mais pourquoi on restera toujours sur la défensive et lorsqu'on est acculé ou attaqué et on doit toujours replier? Pourquoi? Pourquoi nous, on ne peut pas attaquer? C'est parce qu'il y a encore cette histoire des faits de route de Luanda, où ils signent des engagements. En réalité, la vérité, c'est comme s'ils ne peuvent pas attaquer les M23. Mais les M23, c'est comme s'ils gardent la chance d'être défendus par le Rwanda et l'Ouganda, surtout qu'il n'y a aucun discours au regard de l'Ouganda. Aucun. On le suit contre le Rwanda, très bien, mais il n'y a pas que le Rwanda. Il y a également l'Ouganda. Il y a également l'Ouganda. Et on voit bien les discours. Avec son chef d'état-major, M. Mourouzi, le général Mourouzi. Même le président et son chef d'état-major, qui était même sur le territoire, mais qui nargue le gouvernement avec tout ce qu'il a comme discours de dénigrement. Oui, il avait promis de s'en prendre aux mercenaires blancs qui seraient sur le terrain là-bas. Donc c'est ça qui est l'imbroglio entretenu par le gouvernement de Kinshasa. Par rapport à la feuille comme de route, opposition, par rapport à la feuille de route, les États-Unis voudraient qu'on s'inscrive dans la logique du rapport du groupe d'experts qui recommande un dialogue entre les forces en présence. La RDC, le M23, Félix Tshisekedi a dit « Niet, c'est hors de question ». Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais entre-temps, les gens continuent à mourir. C'est quand même nos parents. Faut-il discuter? Faut-il dialoguer? Jean-Pierre plutôt. Ouais. Vous savez, quand on dit faut-il discuter ou pas, avant que les M23 viennent ici, il y avait quoi? Il y avait une discussion. Avant qu'Ina ait signé des accords au Rwanda là, c'était quoi? C'était une discussion, c'est toujours la table. Ils étaient sur la table. Même s'ils ne veulent pas brandir ces accords-là. Discuter aujourd'hui ne serait pas... L'Ouganda, c'est la même chose. Tout le monde sait ceux qui soutiennent les M23. C'est l'Ouganda et les M23. Même si par moment... Ils arrivent à créer une diversion pour dire non, c'est l'opposition qui... En quoi? En quoi faisant? Mais tout le monde sait que c'est l'Ouganda et le Rwanda qui soutiennent. Mais entre-temps, vous gardez des relations avec ces pays-là. Mais dans le média, non, on ne peut pas discuter avec les M23, nous discutons avec le Rwanda. Mais vous discutez avec le Rwanda de quoi? N'est-ce pas de cette guerre-là qui est portée plutôt par les M23? Est-ce que ce n'est pas de cette guerre-là? Et pourquoi il faut dissocier les acteurs lorsqu'on veut parler de cette question-là? C'est ça qui est un vrai problème. Et lorsque maintenant, pendant ce temps, les comportements sur le terrain, c'est l'opposition qui est acculée, accusée de tous les maux, et malmenée, traitée pour que plus personne ne parle. Vous savez, une sorte de ce que le professeur appelle dans certains de ses articles un droit pénal de panique. Comme si le gouvernement, en paniquant, il faut interdire que l'opposition ne parle plus, qu'il ne critique plus, qu'il ne fasse plus des activités. On dit critiquer, mais ne faites pas l'apologie. Non, on fait l'apologie de quoi? Je vous dis que la population qui souffre, c'est quand même nos parents, nos mamans, nos papas, nos sœurs. C'est des compatriotes congolais qui sont en train de tuer. Ils ont le plaisir vraiment de les voir à tout moment, bagage sur la tête. On vous invite à un culte, à des prières. Les églises, les confessions religieuses ont été mises à contribution pour organiser des cultes en faveur de la paix dans notre pays le 9 février. Qu'est-ce qui sera nouveau dans ça? Et à l'occasion, les églises les font chaque jour. Une quête, une collecte des dons, des biens. Et ce qui est détourné tout le temps. Cet argent qui est détourné à tout moment, qui a été puni. Aujourd'hui, ce sont les églises qui vont organiser des quêtes pour financer la guerre. Ça, c'est une démission. On dit, c'est pas pour financer la guerre, mais pour venir en aide
aux victimes des Mais affres. c'est ça, démissionner, parce que c'est la mission. Quelle est finalement la mission du gouvernement? Si la mission ne peut pas assurer la défense, si la mission ne sait pas s'occuper des déplacés qui sont là, ils pouvaient peut-être faire appel à d'autres organisations humanitaires qui viennent aider. Mais c'est d'abord une honte que le gouvernement ne soit pas le premier à intervenir. Quel mal y a-t-il à ce que le peuple se montre solidaire? Mais ils le font tous les jours de... par rapport aux églises. C'est dans leur mission. Ils le font tous les jours et ils font des dons. Mais est-ce que c'est suffisant? Et quelles sont ces églises qui n'ont pas de chrétiens, qui ne sont pas en train de souffrir avec les autres? Une journée spéciale. Les églises, c'est déjà la population elle-même. Une journée spéciale de prières et de supplications. Les églises prient chaque jour. Il y a d'ailleurs, je crois, l'église catholique. À Bouta, le président avait demandé, notamment à l'église catholique, d'organiser des sessions de prière pour qu'il y ait des miracles, n'est-ce pas? Des miracles pour prouver qu'ils ne sont pas des C'est encore mèches. une fois des signes de démission de ce gouvernement, malheureusement. Ils sont en train de sous-traiter ce qu'ils doivent faire comme action eux-mêmes et solliciter que ce soit l'Église on y va sur tous les plans, plan militaire, plan diplomatique, sur le plan spirituel aussi. Nos troupes doivent être soutenues, appuyées par nos prières. Moi, je sais que les églises prient chaque jour pour la paix. Et même la collecte, les collectes sont organisées par la plupart de ces églises-là. Vous enverrez vos militants le 9 février dans l'une des églises retenues pour ces cultes spéciaux. Ils ont même fixé une date. Oui, ce sera le 9, sauf erreur de ma part, le 9. Ah, donc encore du populisme alors. C'est franchement, Jean-Pierre, pour moi, une démission. Un gouvernement qui agit de cette façon-là, je crois que c'est une démission. On a été au gouvernement, on a vu ce qu'on pouvait faire, mais lorsqu'on appelle à la solidarité nationale, il ne faut pas dire les églises. C'est d'abord le gouvernement qui doit pouvoir se mobiliser les fonds nécessaires et appeler maintenant à la solidarité nationale. Mais comment se mobiliser avec une opposition qui se montre distante, qui ne prend pas la main tendue et qui a toujours un discours contraire? Quel discours contraire, Jean-Pierre? Quel discours contraire? Nous, on agit conformément à la Constitution, c'est l'article 8. L'article 8, les activités de l'opposition. Oui. Et tout ce que nous mettons en place comme programme pour reconquérir le pouvoir, Jean-Pierre, c'est sacré dans cette Constitution-là. La Constitution, l'opposition qui critique les actions malencontreuses comme celle-là du gouvernement, nous sommes dans notre droit de critiquer. C'est pour les aider à améliorer. Quand la patrie est menacée, à un moment donné, faut-il pas... Mais c'est ce que nous demandons justement, que l'ennemi soit bouté dehors, Jean-Pierre. On ne peut pas demander plus en tant qu'opposant. Nous ne sommes pas contents que cette guerre soit là. Nous ne sommes pas contents que... Vous rangez derrière le pouvoir, le gouvernement. Ce serait de quelle manière? En lui apportant du soutien. Mais de quelle manière? Donc c'est de cette façon-là qu'on appelle aussi les églises qui... Mais entre-temps... Ah, c'est ça la question. Si on doit soutenir, c'est comment? Comment on ferait? Par des déclarations de soutien peut-être. Ah bon? Pas de déclaration. Il faut faire que déclaration. Que non, ce sont les Ouazalendou qui vont gagner cette guerre-là, cette armée, et des Kabila, cette armée infiltrée. Et on désarticule tous les fonctionnements au niveau de la défense, tel qu'on voit là, les Ouazalendou entre-temps. Dans la signature de Luanda, vous voyez bien que c'est le gouvernement qui s'engage à démobiliser, c'est pas moi comment ils ont dit, les FDLR. Les FDLR. Et nous, l'opposition, alors qu'il n'y en avait plus, nous serons là à acclamer. Alors qu'on plonge les pays dans la crise, alors nous disons, OK, bravo pour l'accord de mutualisation des forces, alors qu'on continue à égorger. Bravo pour comment on appelle ça, l'état de siège qui en réalité décrété pour neutraliser tous les groupes armés et permettre à ce que l'armée assure la défense des frontières du pays. Aujourd'hui, l'état de siège est là. Pourquoi? Parce que on fait en même temps la promotion des groupes armés lorsqu'on parle de Ouazalendou. Mais aujourd'hui, si on arrivait à lever l'état de siège, vous direz que c'est une astuce trouvée pour procéder au changement ou à la modification de la Constitution. Mais ça ne suffira pas, Jean-Pierre. C'est l'intégrité du territoire qu'ils doivent recouvrer. C'est la paix qu'ils doivent assurer là-bas.
Mais tant qu'ils continueront à parler de la guerre d'agression parce qu'elle est là, et des territoires occupés par ces armées étrangères, même si vous levez l'état de siège, vous voulez parler toujours du changement de la Constitution. Encore qu'ils parlent du changement de la Constitution pendant que les villages sont en train d'être conquis, le territoire est en train d'être conquis par les forces externes. Alors on parle de quoi? Il y a en ce moment le jeune ministre qui veut, une fois pour toutes, donner une leçon à quiconque s'hasarderait à s'en prendre aux intérêts de la République en procédant à la vente publique. Je parle du ministre Moutamba, qui a été à l'origine du procès contre Corneille Nangaa et alliés. Il a annoncé pour le 30 janvier la vente publique des biens immeubles de M. Corneille Nangaa, quelques villas et des terrains vides aussi, à la Gombe, à Kinshasa, à Lingwala, même à Lemba, là-bas, chez lui, vers Salongo. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'était intéressant de suivre plutôt les réactions dans les médias et dans les réseaux sociaux si on par demande rapport votre à ça. réaction à vous? Bon, moi je sais que la justice qui s'écarte même de l'opinion n'en est pas une. Lorsque vous rendez la justice, elle doit quand même se rapprocher plus ou moins de l'opinion, de ce qu'on est en train de faire. Depuis que ce procès a commencé, je n'ai pas vu que nos FRDC ou que le gouvernement a été capable de reconquérir un territoire. Je n'ai pas vu. Ça a aidé la République en quoi? C'est ça qui est un problème. Décourager les velléités de quiconque voudrait prendre les armes pour espérer revenir au pouvoir. Vous pensez que ça a été le cas? Il y a une autre façon de décourager. C'est de donner des moyens suffisants, comme nous le disons toujours, à notre armée. C'est de montrer que vraiment, on s'occupe de l'armée. Condamner aussi les déserteurs et ceux qui se sont écartés de la ligne. Ah, voilà tout ça. Voilà tout ça. Mais pourquoi, après ce procès, et maintenant, il y a des désertions? Ce qu'on fait pour Corneille Nangaa, c'est envoyer une leçon, envoyer un message fort que désormais, quiconque s'en prendrait aux intérêts de la République subira la rigueur de la loi, c'est ça. Oui, mais des jugements, il faut l'exécuter. C'est ce qui va être fait. C'est ce qui va être fait. Parce que c'est bien toujours, vont être vendus. Pardon? C'est bien vont être vendus. Si c'est vendu, bon, c'est tant mieux. Parce qu'apparemment, il semble qu'il a donné les motifs. Qu'il veut s'occuper de déplacer toutes ces victimes-là. Donc, en plus de ça, les trésors publics est là pour autre chose. C'est toujours peut-être par ces procès-là qu'on va vendre. On en vendra combien? Parce que plus on avance, on a plus l'impression, on a l'impression qu'il y a plus de déplacés de guerre. Ce qui est important, c'est qu'il faut plutôt bouter l'ennemi dehors. Qu'on ne parle plus de Nangaa, qu'on ne parle plus de M23 sur le territoire congolais, qu'on ne parle plus de l'armée rwandaise sur le territoire congolais, qu'on ne parle plus de l'armée ougandaise sur le territoire congolais. On va sous-traiter. Il y a même des mercenaires. Il y a ces groupes armés. Parce que tout le temps, vous voyez même les rapports dans lesquels pour lesquels vous faites allusion, les rapports des experts des Nations Unies. C'est les FRDC et ses alliés. Et les mots alliés, FRDC et alliés, ça devient un fourre-tout. Et quand c'est un fourre-tout, ça ne joue pas pour la République. Ça montre qu'il y a quand même un certain désordre. On voit en Ukraine, même lorsqu'il faut appeler ceux-là qui sont des patriotes volontaires, mais il y a toujours un certain ordre, une certaine organisation de l'armée qui les commande réellement. Mais ici, où est-ce qu'on en est? Et surtout qu'on ne fait que reculer, c'est ça qui est clair. On a procédé au changement des commandements. Et d'ailleurs, depuis lors, les résultats de l'armée a affirmé que les lignes bougent au front depuis qu'on a procédé à ce changement des commandements. Vous souhaitez-vous qu'on gagne cette guerre, que Nangaa soit mis hors d'état de nuire et ses troupes, que la paix revienne? C'est ça. C'est la solution. Lorsqu'on est un gouvernement responsable, Kabila l'a fait, pourquoi ils ne peuvent pas le faire?
Et lorsqu'il montre des faiblesses, alors il négocie. C'est ce que ça veut dire. Parce que vous ne pouvez pas. Moi, c'est que je n'ai toujours... question, pas question de négocier. Non, vous ne pouvez pas dire pas question de négocier, mais en même temps, vous négociez avec le Rwanda. Oui, il refuse toute négociation même avec le M23, Rwanda. Mais préfère négocier avec le parrain, mais le maître à penser. C'est ça qui est... Négocier ou dialoguer, tout dépend. Oui, c'est ça qui est plus ou moins nébuleux dans la pensée ou dans la vision pour mettre fin à la guerre là-bas. Vous voulez négocier avec quelqu'un qui est le maître et vous êtes sous la table tout le temps, ça fait 3 ans qu'ils sont sous la même table en train de négocier, mais que lui ne fait que damer des pions. Parce que jusque-là, le régime ici est toujours dans l'accord ou la convention d'adhésion à l'EAC. Le régime ici est toujours dans la feuille de route qui est totalement favorable au Rwanda. Lorsqu'il est appelé à désarmer les FDLR, c'est à faveur de qui? Et lorsqu'on ne parle pas des M23 pendant ce temps, quand on est lorsqu'ils sont sur la même table, c'est depuis plusieurs ministres depuis Lutundu là, que cela est vécu. Comme ministre des Affaires étrangères, vous négociez avec le Rwanda, qui est le patron du M23, mais vous ne faites pas allusion à ces M23. Et ça aide de quoi à la République? Ça aide de quoi à cette population en détresse? C'est ça qui a un problème. Quand vous suivez, pour terminer sur cette thématique, le propos du président rwandais sur notre président, vous estimez que l'escalade verbale est allée un peu trop loin? Bon, l'escalade verbale, que ce soit d'un côté ou de l'autre, j'ai toujours eu l'impression que c'est une distraction de l'opinion congolaise. Entre les deux, ils se connaissent. Ils se recherchent et ils peuvent nous distraire pour ne pas en réalité mettre fin au désastre qui est en train de se passer sous cette forme-là. Mais en réalité, il y a un plan qui est en train d'être exécuté, comme je l'ai toujours répété. Un plan qui porterait sur quoi, selon vous? La balkanisation. Vous ne pouvez pas être tout le temps en train de reculer, et le prétexte, c'est que je ne négocierai jamais avec les M23. Je suis prêt à négocier avec les maîtres, mais vous parlez d'un maître, vous ne parlez pas de deuxième maître. Ça fait quoi? Une distraction, on laisse passer le temps, on crée l'usure, pour que finalement cette population fasse quoi? Se fatigue à attendre le gouvernement de Kinshasa. Parce que quand on parle de Minova, en même temps on a parlé de Nyakakoma. Nous croyons qu'il y avait encore les FARDC, mais là aussi ils ont encore abandonné le terrain Issam. Alors ça fait quoi? Si Nyakakoma, pour ceux qui connaissent bien, est aussi abandonné, ça signifie que déjà le fleuve, le lac est laissé libre à ceux qui sont à Vichumbi aussi, qui sont toujours les mêmes M23. Et là, c'est en même temps la ville de Butembo qui est prise en étau. Donc, il n'y a pas que la ville de Goma qui est encerclée, prise en étau, mais il y a aussi la ville de Butembo. Et quand ils prendront là, même Massissi dont on parlait, ça veut dire que ça donnera la route vers Walikale. Et quand on parle de Walikale, on voit déjà la province orientale. Et ceux qui viendront de l'Ituri, malgré la présence de l'armée ougandaise qui est là-bas. Et avec ça, Jean-Pierre, vous pensez que vraiment une opposition est là pour acclamer ses défaites ou pour condamner la défaite? Grosse force à notre armée, à l'armée loyaliste qui s'ébat sur la ligne des fronts. Nous, on a toujours soutenu, on sait ce que cette armée est capable de faire, mais elle doit être condamnée, elle doit être commandée, elle doit avoir les moyens nécessaires pour ça, la motivation nécessaire pour se battre. Et non tout ce qu'on attend, à gauche et à droite, d'autres parfois encerclés, des images qu'il faut pitié. Ce n'est plus notre armée que nous connaissions. Des images que nous ne permettrons jamais de relayer ici. Par contre, sur le plan politique, ça s'annonce un peu mal pour vous. Il y a des mandats d'arrêt qui vont être émis ici et même à l'international contre certaines personnes, inévitablement d'anciens kabylistes ou d'anciens gestionnaires.
sous le président Kabila. On parle de l'affaire des avances fiscales qui fait polémique. Le ministre de la Justice, encore lui, a communiqué déçu des arrestations en téléchargement. On parle de près de 310 millions de dollars volatilisés. C'est toujours lourd. Donc la justice, finalement, c'est le ministre de la Justice. Tout est réglé par des communiqués. C'est ça la justice. Et même quand on parle de mandat, ça veut dire, si on avait réellement l'intention d'arrêter, il faut en parler publiquement. Les présumés coupables risquent de prendre fuite. Un dossier qui est au parquet, la procédure est supposée être secrète. Pour l'instant, on n'est qu'à l'étape de l'injonction donnée au procureur. Et il faut faire un communiqué pour ça, par les ministres. Pour vous mettre en garde. Pour faire peur. C'est ce que nous avons appelé le droit pénal de panique. Il faut faire peur aux gens. Taisez-vous, opposants. C'est l'oppression, justement. Ça n'est fait que caractériser un pouvoir qui se veut être un pouvoir autoritaire, qui est en train de symboliser déjà la dictature qui est instaurée dans le pays. Nous parlons quand même de 310 millions, Ferdinand Cambéré. Oui, et après les 300, il y en a combien de sommes, de détournements? Et depuis qu'on a parlé de 100 jours, Chile, Gelou... Ça, c'est autre chose, mais il faut s'arrêter d'abord à ça. C'est pas autre chose, Jean-Marie. On doit pouvoir, lorsque la justice... L'un ne doit pas justifier l'autre. Non, justement, parce que d'abord, pour moi, s'il y avait bien cette enquête qu'elle était menée par rapport à cette somme-là, ce n'est pas par un communiqué qu'on annonce des mandats. Des mandats sont lancés et puis bon, personne ne sait. Que les gens ont été arrêtés. On attendra simplement qu'il y a une procédure contre tel et tel lorsqu'on agira. Mais lorsque c'est des communiqués d'alerte, c'est pour que les gens fuient. C'est pour demander à ceux qui sont en Europe qui ne viennent pas. Ou bon, mandat international qui commence à aller dans tous les sens. C'est quand même une honte pour une opposition qui était là tout le temps et qu'on a laissé travailler, faire ses activités, comme le dit l'article 8 de la Constitution, où on ne peut pas être interdit parce qu'on est opposant d'exercer. C'est cette panique, vous savez, pourquoi elle est dictée par quoi? Simplement par l'annonce du raïs, du comeback politique. Alors il faut chercher par où on peut encore l'intimider pour qu'il ne vienne pas, c'est ça. Vous estimez que c'est Joseph Kabila qui est visé par le communiqué? Mais parce que quand on commence déjà, oui, parce que quand on commence déjà à viser que les membres du FCC de cette façon-là, je ne connais pas les dossiers, je ne sais pas s'il y a un dossier qui existe, je suis un avocat. Mais simplement, je suis quand même consterné lorsque c'est tout le temps de communiquer. La justice est gérée par le ministre, par des communiqués de presse. De cette façon-là. Est-ce qu'elle est encore indépendante? Ou simplement le pouvoir judiciaire n'existe plus et c'est maintenant le pouvoir exécutif qui est devenu le pouvoir judiciaire? On est d'accord sur le fait que le ministre de la Justice peut donner injonction au procureur. Par des communiqués, c'est ça. C'est par des communiqués. Et cette injonction, pourquoi elle ne vient pas lorsqu'il y a des cas frais pour lesquels on a vu des interventions pour dire tel est quand même un père de famille et qu'il a droit à l'honneur. Et ceux-là pour qui on fait du communiqué, elles n'ont pas droit à l'honneur. Vous dites que Moutamba essaie d'intimider l'ancien président. Bon, je ne sais pas ce qu'il veut, mais j'ai l'impression que ces communiqués ne sont en train que de tomber parce que simplement les gens apprennent qu'il y a des membres, il y a l'ancien président de la République qui a annoncé de bons droits du reste, son comeback politique. Et qu'on sent la panique dans les cas opposés. À l'Union sacrée. Alors c'est comme ça qu'il y a peut-être ce genre d'alerte. C'est lui-même qui est visé ou son entourage? Bon, je ne sais pas. Vous ne connaissez pas le dossier? Je ne connais pas les dossiers. Mais au moins, je sens la panique. C'est ça que je suis en train de dire. Ça s'appelle le droit pénal de panique lorsqu'un régime commence à cibler que ceux qui y croient être des adversaires de taille. C'est ça que je sens. Même si nous parlons quand même d'une grosse somme d'argent. Quelle grosse somme d'argent? 310 millions.
Et pendant tout ce temps-là, ils n'ont pas eu le temps de lancer ces mandats. Ils partent quand même de 2018. Et entre-temps, après 2018-2020, il n'y a eu que des détournements dont ils ont parlé et personne n'est en prison. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui l'urgence par rapport au fait qu'on attribuerait à cette période-là? Il fallait peut-être attendre l'aboutissement des enquêtes menées à printemps par l'IGF. C'est un rapport déposé depuis 2021. On est à 2025. Il fallait attendre le moment. Il n'y a pas eu d'autres détournements parce que ça, c'est maintenant qu'on apprend et on apprend par un communiqué du pouvoir exécutif. Vous appelez ça? Malheureusement, nous constatons que... Vous appelez ça droit pénal des paniques. C'est l'indépendance du pouvoir judiciaire qui n'existe plus. Et l'ancien président, parlons-en, on a beaucoup polémiqué autour de son invitation à Washington pour l'investiture de Donald Trump. Finalement, c'est l'opposant Moïse Katumbi qu'on a vu, pas lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et par rapport à quoi? À son invitation à l'investiture de l'ancien... Enfin, du président républicain des États-Unis. Mais pourquoi il faut qu'on en parle? Que lui a fait quoi? Vous avez dit On a parlé de ça, la cérémonie s'est passée et ceux qui étaient là, est-ce qu'il fallait nécessairement que tout ce qui était là passe par une caméra et qu'il se fasse identifier? Jean-Pierre. Joseph Kabila était-il ces jours-là à Washington? Bon, si on a parlé de son invitation, c'est qu'il était là. En face, on dit personne n'a été invité. Chacun pouvait dépenser $5,000 et obtenir un carton d'invitation. Mais pourquoi ils ont voulu faire la polémique au lieu simplement de payer ces 100 000 et aller? Parce que c'était normal que les raïs soient invités. C'est un acteur politique. On a vu le PPRD. Il a dirigé ce pays. Il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Alors, qu'il soit invité à une manifestation comme celle-là, à quoi ça poserait un problème? Parce que nous, on n'a pas compris pourquoi ça posait problème. Qu'est-ce qui changerait pour lui, Joseph Kabila? Ou qu'est-ce qui change pour vous, FCC, avec l'arrivée de la nouvelle administration à la Maison-Blanche? Bon, ce que les gens doivent retenir, c'est que la solution, elle reste pour le Congo et reste congolaise. Oui, il y a Thierry Monsenepo qui vous a taclé en disant que l'histoire du Congo ne s'écrira plus jamais à l'étranger. Mais ils sont tout le temps à l'étranger, tous ces gens qui parlent de l'étranger. Ils vont faire quoi? Pendant qu'il y a la guerre ici, ça tire. Déjà, vous avez parlé de toutes ces hautes autorités qui vont quand même à l'étranger. Et au sujet de l'ancien président, Monsenepo a dit qu'il doit arrêter de rêver que ce poste n'était fait que pour lui. Il a laissé, après 18 ans d'un vide, il peut être utile en se consacrant aux activités parlementaires comme sénateur. Ouais, c'est des menaces qu'ils sont en train de lancer pour dire que parce qu'on est un ancien président, on ne peut plus conquérir. Les menaces se sont justifiées par quoi? Parce que la Constitution est là, Jean-Pierre. Et tous ces gens qui parlent, ils justifient leur position par rapport à quoi? L'Éraï Joseph Kabila est parti, je crois, à 49 ans. Aujourd'hui, si vous ajoutez les 6 ans ici, il doit être dans les 55 ans. Il est peut-être plus jeune que la plupart de tous ces gens qui sont en train de parler. Il a l'expérience de la gestion de ces pays quand même. Et si lui veut revenir, qu'est-ce qui peut l'en empêcher? Il faut qu'il donne un argument correct pour dire l'Éraï Joseph Kabila Kabange, il ne peut plus revenir parce que la Constitution lui interdit et ce n'est pas telle disposition. Là, on suivrait. Mais un simple argument sentimental qui n'a ni tête ni queue, et où il dit il a dirigé pendant 18 ans, il ne peut plus revenir, mais c'est écrit dans quelle Constitution? Il parle d'un vide qu'il aurait laissé. Quand ça vient d'un ex-sociétaire du FCC. Comme qui? Je parlais de Thierry Monsenepo. Il vaut quoi là où il est? Est-ce que c'est lui qui porte vraiment la voix de l'union sacrée? Réellement.
Et même si c'était lui qui porte la voix de l'union sacrée, si c'est vraiment ça la pensée, je crois qu'il ferait mieux encore de relire sa constitution et de conseiller à Tshisekedi de poser des actions en faveur de la population. Déjà continuer à rêver que nous aurons toujours dans ce pays la CENI quasiment et qui va encore distribuer des machines. Et c'est comme ça qu'il parlait même du référendum par rapport à ces réformes constitutionnelles. Ça passera toujours par une même CENI de ces gens-là et que, bon, ça sera toujours comme ça. On doit toujours penser, Jean-Pierre, que ceux qui élisent le pouvoir, c'est l'article 5, le pouvoir est l'émanation du peuple. Et le suffrage est universel. Et ce pays ne restera pas dans le désordre créé par le régime Tshisekedi. Ces institutions d'organisation des élections reviendront et on y mettra de l'ordre. Un jour, on parlera d'un président qui a été élu sans contestation. Il revient comme Trump et puis les anciens présidents viennent assister à la prestation de serment ou à l'investiture. Ça arrivera dans ce pays. Kabila reviendra. Et non jamais vanter. Kabila ne reviendra pas. Kabila, qu'est-ce qu'il revient je vous faire? relance. Kabila reviendra comme Donald Trump, c'est ça ce que vous essayez de dire? En tout cas, c'est ce que je dis et c'est ce que j'essaie d'expliquer parce que c'est de mon droit. En tant que parti politique, le rôle d'un parti politique, c'est de faire la promotion de son leader. Et le leader du FCC, c'est qui? Si ce n'est pas le Raïs Joseph Kabila Kabange. Je fais la promotion de la vision qu'il a du pays. Et je suis là pour défendre ce que nous avons comme projet de société de ces pays. C'est pour ça qu'on est là. On a trouvé un pays émietté, un pays à morceaux, un pays qui n'avait pas de texte. Kabila a donné des textes. Nous venions de célébrer le 4e anniversaire de l'assassinat de Mzee. Je crois que de là où il est, il doit être fier de son fils qui l'a succédé au pouvoir. Redonner de l'espoir à ce peuple pour qui Mzee s'est battu pour l'émancipation, la liberté et la démocratie et qu'il y ait eu un successeur à Joseph Kabila Kabange, mais qui malheureusement aujourd'hui veut nous ramener dans la dictature, dans des idées de pouvoir totalitaire. Ça, nous n'acceptons pas. À ma question, vous n'avez pas répondu à cette question, sur ce qui change avec l'arrivée de la nouvelle administration à la Maison-Blanche. Beaucoup de choses, certainement, vont changer, mais je vous ai dit que la solution reste d'abord congolaise. Je vous ai dit ça. C'est ici, à l'interne, que nous devons, nous aussi, dire voici ce qui s'est passé aux États-Unis. Qu'est-ce que nous pouvons faire comme Congolais? Parce que c'est par la démocratie, ça ne sera plus par la dictature. La dictature, on l'a expérimentée pendant plus de 35 ans. Nous avons eu l'indépendance. À une année, on a assassiné le premier ministre Lumumba. 3 ans après, on a la constitution de Luluabu. Une année après, les mêmes qui ont rédigé la constitution ont fait un coup d'État en 1964. Ce qui change avec l'avènement de Trump, si ce régime espérait être soutenu dans les coups d'État qu'il voulait organiser contre la Constitution pour opérer un changement, je crois que c'est l'éveil aujourd'hui qui vient chez tous ces peuples-là, malgré la guerre que nous impose le tandem régime Tshisekedi, Kagame et Museveni. Cette population-là ne veut plus jamais entendre du retour à une dictature. Donc c'est cela. Quand vous entendez les annonces faites jusque-là par Donald Trump, et sachant surtout que vous avez été à un moment donné aux antipodes, ne voulant recevoir aucune injonction de l'Occident, vous êtes montré trop nationaliste. Aujourd'hui, acceptez de vous ouvrir. Quel message voulez-vous passer? Trump est nationaliste et souverainiste. C'est ça qu'il faut savoir. C'est ce que vous rapproche. C'est pourquoi c'est
C'est pourquoi c'est un rapprochement nécessaire. Un rapprochement nécessaire dans la vision même. Et que je crois, si cette vision est suivie par la majorité des États de l'Occident, je crois que c'est là qui commandaient les guerres à l'intérieur ou les coups d'État contre des chefs d'État en Afrique, je crois qu'il faut cesser. Et nous pensons que lui ne sera pas en train de soutenir toutes ces velléités qu'on est en train de vivre à l'Est, par exemple, et qu'il doit laisser les Congolais eux-mêmes s'exprimer par rapport à leur pays. Et vous confirmez pour ici? Assurer la souveraineté de notre pays. Voilà pourquoi c'est que moi j'aime par rapport à ça. Ces dernières heures, l'ancien président s'est beaucoup rapproché des milieux de la nouvelle administration, des proches du nouveau président. Est-ce que vous confirmez l'information? L'ancien président. L'ancien président, oui, l'ancien président Kabila. Oui, il s'est beaucoup rapproché. Rapproché des milieux trompistes, comme si on pourrait le dire. Bon, je crois que Kabila a montré ce qu'il était lorsque, vous le savez, la polémique qu'il y avait autour de la promulgation du code minier, qui n'était pas voulu par la plupart de tous ces États occidentaux, par exemple. Il y avait cette pression pour qu'il ne signe pas, pour qu'il ne promulgue pas, mais parce qu'il est nationaliste, parce qu'il tient à ce que les richesses du Congo puissent bénéficier au peuple congolais, il avait signé. Beaucoup pensaient qu'il allait peut-être organiser le troisième mandat. Il ne l'a pas fait, parce qu'il croit à la démocratie. Nous aurons du respect vis-à-vis des autres États lorsque nous-mêmes, nous allons commencer à respecter nos propres textes. Mais si nous ne respectons pas nos propres textes, si nous ne donnons pas de moyens à notre armée pour préserver les frontières du pays, bon, les pillages continueront de nos richesses. Les gens vont contourner les lois que nous avons et ces richesses-là, bien qu'elles soient les nôtres, elles feront toujours l'objet de pillages à faveur d'autres peuples. Où est-ce qu'on en est avec l'alliance Katumbi et les autres? Bon, ça continue parce que c'était un appel à tous les autres qui pensent comme nous que nous ne devons pas permettre à ce que quelqu'un organise un coup d'État contre cette constitution. Cette constitution a eu sa première épreuve avec l'alternance au sommet en 2019. 19, ouais. À la suite des élections de 2018. Ouais. Bon, je crois qu'il faut lui donner la chance. Qu'il y ait encore une autre alternance, une deuxième, une troisième. Encore que cela n'interdit pas, lorsqu'on est en paix, que ce qui est à réviser, on puisse le revoir ou les réviser dans cette constitution-là. Mais réviser sans toucher à l'esprit et à l'âme de cette constitution, qui sont consignés dans la matière, par rapport à la matière, dans l'article 220. Hier, il y a eu le 6e anniversaire, un triste anniversaire de la mort ou de l'assassinat de Thérèse Kapangala. Il y a eu une messe à l'occasion et des discours. Il y a notamment Ados Ndomassi qui a parlé pour le compte du Front patriotique. Il a dit que ceux qui étaient avec Thérèse en ce moment-là, ceux qui avaient appelé à marcher contre toute velléité contre quelconque idée de troisième mandat, ont abandonné ce combat et se sont transformés en bourreaux. Deux questions à vous, M. Ferdinand Kambere. Est-ce que vous pensez d'abord de cet anniversaire? Parce que cette mort est mise sur votre dos, le dos de votre régime. Ensuite, sur ce qu'est devenu ces combats anti-troisième mandat aujourd'hui. Bon, d'abord, nous nous félicitons que la justice se soit prononcée dans ces cas-là précis. Et c'est de manière indépendante. Tel que ceux qui pensent que c'est collé à notre régime, ils se trompent parce que la justice s'est prononcée là-dessus. Il n'y a pas de cadavre. Et je profite de l'occasion pour saluer sa mémoire pour ce combat. Il s'est battu pour un idéal, mais malheureusement,
la mort s'en est suivie dans des manifestations à travers ces bavures policières comme on avait suivi ces procès-là. Mais ce serait justement malheureux que ceux qui étaient avec lui... Rossi et Thérèse. Parce que vous savez que ces manifestations aussi partaient de quoi? Des simples soupçons. En 2015, il y avait quelle initiative de changement de la Constitution à l'époque? Il y a le professeur Mbata qui a dit, oui, Bochab avait écrit. Quand on lui pose la question... C'est un prof comme lui, et il était très critique à l'égard de ces livres du professeur Bochab. C'est lui dont vous parlez là. Mais aujourd'hui, je crois que lorsque l'honorable Adon Dombassi parle, c'est de ces genres de gens qui hier étaient très critiques, alors que ce n'était qu'à l'égard d'une réflexion d'un professeur d'université qui a lancé. Et j'ai toujours dit, le professeur Bochab, c'est vrai, il était président de l'Assemblée nationale et en même temps secrétaire général du PPRD. Mais quand il écrit son livre, c'était en 2013, en réalité. Mais lorsqu'ils ont activé ces marches en 2015, ils avaient attendu qui dit qu'il y a réellement une initiation d'un projet de changement de la Constitution. Personne. Il y avait son livre était intitulé la collecte de signatures, mais c'était étouffé dans l'œuf à l'époque. Oui, parce que son livre d'ailleurs, c'était intitulé, je crois, entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation. Donc en réalité, même lui, dans sa réflexion, il n'a jamais parlé du changement de Constitution. Vous pouvez bien lire, je crois, l'article 73 ou 62, où il revient sur ça. En réalité, on peut tout revoir, mais jamais changer l'âme, l'esprit, ainsi de suite de la Constitution. Donc, Bochab lui-même, en réalité, ne parlait pas de changement de Constitution qui suppose un changement de régime. Oui. Mais ça fait qu'ils ont organisé des marches, soutenus par l'extérieur. Ils étaient en Géval, ils étaient, c'est pas moi, à l'île de Gorée, ainsi de suite. Créer ces troubles-là. On a vu les églises être envahies aussi par les chrétiens. Nous ne savions même plus fréquenter lorsque c'était un lieu de rendez-vous où il y avait dans l'église aussi tout le monde. Alors donc, ça c'est passé. Ça c'est déjà passé. Mais si réellement... Aujourd'hui, il y a plus qu'une intention, une volonté. Oui, parce que c'est des discours. C'est des discours. Hein? C'est le président lui-même qui a pris des meetings et qui a même dit qu'il va l'empêcher. Qui a même interprété certains articles. Par exemple, l'article 217 publiquement à Lubumbashi, on parle de la vente des territoires. Alors qu'il sait bien comment ces territoires de l'Est qui sont occupés aujourd'hui, les M23, même si Nanga est aussi là-bas, mais c'est quand même les M23 qu'il a ici. Nanga aussi, c'était quand même quelqu'un que Kabouya a dit que c'était un frustré de l'union sacrée. Il y avait des attentes, mais que ces attentes n'ont pas été rencontrées. Donc, ils savent bien. Aujourd'hui, quand ils disent « nous ne pouvons pas négocier », mais ils savent que quand ils négocient avec le Rwanda, c'est les M23 dont on parle. Alors, on trompe qui? C'est ça qui est quand même grave en même temps. On va se quitter avec l'éternelle problématique des embouteillages dans la ville. Ça va être ça aussi. Un véritable parcours des combattants cet après-midi pour vous. Vous pourrez lier votre domicile ou aller à votre bureau, au PPRD ou ailleurs. Ouais. Nous-mêmes, hier, on a passé 5 heures sur un court tronçon. C'est devenu invivable. Non, c'est devenu invivable. Moi-même, un jour, j'allais au deuil vers Kitambola. Vers Ngaliema, mais c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. C'est vrai, je suis de l'autre côté de la ville, mais là aussi, il faut toujours calculer les heures. La bonne heure, peut-être pour sortir de la maison ou pour rentrer, mais entre-temps, c'est le travail qui en pâtit. C'est des pertes énormes. Si on fait un calcul sur l'impact financier de ces embouteillages-là sur les chauffeurs, sur les travailleurs eux-mêmes, sur les entreprises. Est-ce qu'on essaie de faire cet exercice-là par ce gouvernement? Et surtout que ce gouvernement, lorsque vous émettez des critiques, je me rappelle lorsqu'ils sortaient
leur truc de SMIG de 14 500 francs qu'ils s'inventaient. Je disais, bon, si c'était le fruit de la tripartite, bon, tant mieux si les entreprises sont là le faire. Mais nous qui étions à 3 $, les 3 $ de l'époque avaient plus de valeur que les 5 $ que quelqu'un peut avoir aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont réussi? C'était donc sa surprise quand j'ai vu la lettre ils ont fini par s'accorder. Ils ont fini par s'accorder. Par s'accorder autour du même montant. Et il y a déjà l'ordonnance du président. On attend. Pour l'instant, ils étaient en discussion. Je crois que c'est hier qu'ils se sont accordés autour de la première ministre. C'est tant mieux. De toute façon, je pense qu'en même temps, qu'on sera en train de passer à cette étape, on passera aussi aux fonctionnaires de l'État. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit aujourd'hui sur lesquels vous souhaiteriez revenir? C'est toujours la guerre. En tout cas, continuer à demander à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui qu'ils ne sont pas en train de gouverner des animaux, c'est des personnes humaines. Et qu'au lieu de boucs émissaires, un droit pénal de panique qui est dans les communiqués de presse, c'est parfois verbal aussi. On est en train de suivre ça. L'opposition a un statut qui le protège. L'article 8 de la Constitution dit que l'opposition est reconnue et pour ses activités de reconquête du pouvoir, c'est dans notre droit de reconquérir le pouvoir et de mettre toutes sortes de critiques et de faire toutes sortes d'activités, réunions, aller voir nos partenaires à l'étranger et ils cessent d'utiliser des faux fuyards comme ce que je vois dans les médias où en réalité on veut nous endormir par d'autres sujets. Accord de 2009, je vois qu'on déploie beaucoup de communicateurs sur ce qui n'est pas l'essentiel, au lieu d'expliquer les réelles raisons de cette guerre-là. J'ai vu même un autre sur les réseaux sociaux qui revient sur l'opération Umoja de l'époque, toujours pour distraire et dire aux gens que c'est Kabila. Ça, c'était l'époque de l'opération Umoja Wetu, et qui a connu sa fin. Et qu'après l'accord cadre d'Addis Abeba de 2013, pourquoi et pour des solutions qu'ils doivent trouver, ils pensent qu'ils doivent embrouiller les gens avec les aciers de vieux accords, dépasser du reste. Alors qu'ils sont en train de gérer les moments, les faits actuels. Et qu'ils doivent donner de l'espoir et non le désespoir. Parce que quand ils continuent à dire que ce qu'ils ont géré hier, c'est à cause de que nous ne serons jamais capables de diriger, ça veut dire qu'ils démissionnent alors. Merci bien. Merci. Revenons, nos portes vous seront toujours ouvertes. Merci. Monsieur Ferdinand Kambere. Je sais qu'ici c'est chez nous. C'est chez vous. Revenez quand vous le pouvez. Merci également à vous, à ceux qui pensaient qu'on parlerait de l'affaire des audios qui seraient en circulation. Nous ne les avons pas authentifiés. Nous estimons qu'il y a bien plus important dans le pays que ça comme sujet. Continuez à vous abonner sur notre chaîne. Faites le maximum de partage comme toujours. On se retrouve ce soir pour une autre émission aussi intéressante. Portez-vous bien. Salut.